Bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix pendant 1 heure chaque jour. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Ranavalona III, dernière souveraine de Madagascar. Ce matin de juillet 1883, la grande île, surnom de Madagascar, était en fête. Depuis les premières lueurs du jour, les cases de terre battues au toit de chaume exhalaient d'appétissants parfums de victuailles épicées. Venus des campagnes les plus reculées et des hauts plateaux de l'Imérina, des paysans, les bras chargés d'offrandes, affluaient en nombre vers la capitale. Ils avaient revêtu leurs toges blanches des grands jours et enfoncé sur leur tête le fameux chapeau du pays en forme de canotier. Certains avaient effectué plusieurs jours de marche et d'autres traversé d'immenses zones de rivières et des étendues de canne à sucre pour ne rien manquer de ce moment historique, l'accession au trône de leur nouvelle reine. Jour d'exception en effet que ce 14 juillet où la princesse Razafine Traeti, âgée de 22 ans, devait être intronisée sous le nom de Ranavalona III. Les pleureuses venaient à peine d'accompagner de quelques discrets gémissements le dernier souffle de la reine Ranavalona II, sa grande cousine, que déjà elle s'apprêtait à faire le chœur des vivats pour acclamer la nouvelle souveraine. Soudain, des exclamations enthousiastes s'élevèrent de la fourmilière humaine qui, depuis plusieurs heures, attendait patiemment au soleil. Certains arbres commencèrent à ployer dangereusement sous le poids des grappes d'hommes acrobatiquement installés sur leurs branches. Voici qu'elle avançait, fière et digne, les épaules couvertes d'un lourd manteau de velours écarlate. Comme elle semblait menue dans sa longue robe rouge brodée d'or. Les dignitaires les plus proches pouvaient deviner sur son visage l'émotion qu'elle s'efforçait de dissimuler sous un masque de sérénité. C'était sa première apparition en public. D'un pas ferme, elle monta sur la pierre sacrée d'Andohalo, réservée au sacre des souverains malgaches, et elle s'inclina vers l'est pour implorer la bénédiction des ancêtres. Puis, se tournant vers son peuple, elle parla d'une voix ferme et assurée face à une mer de silence. « Je suis Ranavalona III qui paraît devant vous. Me connaissez-vous » Une explosion de joie lui répondit, accompagnée d'une salve de 21 coups de canon. Les spectateurs, vibrants de ferveur, ponctuaient chacune de ces phrases de vigoureux cris d'assentiment. Portée par l'élan d'allégresse qui embrasait la foule, elle poursuivit. « Dieu a donné ce grand royaume à mes ancêtres. Ma première préoccupation, mon seul souci seront toujours pour votre bien, afin d'accroître ce que nos ancêtres nous ont légué et pour vous donner toujours davantage. Votre bonheur passera avant le mien. Ma tête pensera pour la vôtre, mon argent paiera vos dettes, mon corps préservera le vôtre. » Par ces quelques mots, elle venait de conquérir tous les cœurs. Toujours dressée sur la pierre sacrée, la reine prit la couronne scintillante placée sur une bille de bois précieux
et la posa sur sa tête. Elle s'empara ensuite du sceptre royal et, se tournant à nouveau vers la foule recueillie, elle ajouta: « Ainsi que l'exige le rite des souverains Andreas, j'ai gravi la pierre sacrée au son des canons et des musiques. J'ai posé sur ma tête la couronne sainte de l'Imérina, notre pays, et j'en fais le serment. Quiconque menacera un seul morceau de ce territoire, ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu ou la surface d'un grain de riz, me trouvera, moi, Ranavalona III, face à lui, comme un homme pour défendre notre patrie. » Une déclaration pleine de détermination dans la bouche de cette femme-enfant soudain projetée au devant de la scène. Même si le Premier ministre gouvernait tout, c'est elle qui représentait désormais le pays pour tous les actes officiels. Elle ne devait pas montrer sa peur face à cette responsabilité totalement inattendue qui pesait maintenant sur ses épaules. Car la veille encore, personne n'aurait su dire que c'est sur elle que se serait porté le choix du Premier ministre ainsi que l'assentiment des dignitaires. La cinquantaine élégante, cet homme calculateur et d'une ambition démesurée, mais à la réputation de grand patriote, avait forgé sa puissance en épousant les 3 dernières reines de Madagascar, ce qui lui assura une exceptionnelle longévité d'une 30aine d'années à la tête du pays. Dans le secret de son cerveau, Réni Laërivoni avait tout organisé. C'est lui qui présidait le Conseil de la Nation chargé de désigner les accédants au trône. Dès que sa royale épouse eut l'amabilité de le rendre veuf, il proposa à sa succession la plus timide des princesses qu'il put trouver parmi les nombreuses petites parentes qu'entretenait Ranavalona II dans son palais. Il avait déjà remarqué cette jolie veuve aux yeux tristes, dont le mari avait été récemment emporté par une mort subite, inexpliquée, après une éphémère union. Formée dans des missions religieuses protestantes, elle semblait docile à souhait. Aussitôt après sa proclamation, il ajouterait à son palmarès marital, sachant qu'elle n'oserait lui faire l'affront de refuser cette alliance. Et c'est ainsi que Ranavalona III devint la dernière figure d'une lignée de reines qui incarna le dernier siècle de cette monarchie malgache matrilinéaire. Timide peut-être, mais pas aussi malléable que l'aurait souhaité son vieil époux. Elle voulait se montrer digne de cette dynastie Andria de l'Imérina, la région des hautes terres centrales à partir de laquelle le père fondateur du royaume s'était, au XVIIIe siècle, imposé aux autres principautés pour entamer l'unification de la grande île. Elle ferait front comme les 3 souveraines qui l'avaient précédée et surtout son ancêtre, Ranavalona Ière, seule personnalité féminine marquante de l'histoire de Madagascar. Ranavalona Ière, qui régna de 1828 à 1861, était à la fois la cousine et la première épouse de Radama Ier, fils du fondateur du royaume. Celui-ci avait consacré les 18 années de son règne, 1810 à 1828, à transformer la physionomie géographique et politique de son royaume en poursuivant l'expansion territoriale commencée par son père et en misant sur l'Angleterre dans la compétition coloniale franco-britannique qui se jouait dans l'océan Indien. Cette alliance lui avait ouvert les portes du commerce international ainsi que l'accès à un armement moderne pour ses troupes, réorganisées en armée de métier avec l'aide d'instructeurs britanniques. Fort de cette supériorité technique et militaire,
il s'était attaché à désenclaver l'Imérina par la conquête d'accès aux 2 façades maritimes de l'île. La société malgache pouvait maintenant s'ouvrir à l'extérieur. La pénétration du monde occidental fut alors très rapide. Autorisés par Adama Ier, les missionnaires protestants de la London Missionary Society débarquèrent à Antananarivo en 1818 et leur empreinte fut considérable, notamment dans l'enseignement et la formation technique. De la première école fondée en 1820 avec une poignée d'élèves, on en était 9 ans plus tard à 2300 enfants scolarisés dans 23 établissements. Ces missionnaires artisans, par ailleurs actifs dans l'évangélisation des citadins, firent en outre un remarquable travail de formation de masse dans les métiers de menuiserie, de maçonnerie, de tannerie, tissage, etc., préparant ainsi une main-d'œuvre qualifiée pour les nombreuses manufactures que le roi fit aménager dans la capitale. Le développement de l'éducation contribua également à la vulgarisation de l'écriture malgache grâce à une transcription phonétique réalisée par les missionnaires. Ainsi, l'idée intellectuelle disposa très tôt de ses propres journaux. Les femmes, de leur côté, prises en main par les épouses de missionnaires, recevaient des cours d'économie ménagère et de couture pouvant leur servir à trouver des activités rémunératrices. L'avènement de Ranavalona Ier en 1828 donna un brutal coup d'arrêt à la politique d'ouverture voulue par son mari, décédé à 36 ans. Comme le clan des conservateurs qui l'entourait, elle tenait à préserver son pays de toute ingérence étrangère, craignant qu'avec ses principes égalitaires, le christianisme ne vienne saper l'ordre politique et social fondé sur une stricte hiérarchisation des castes entre les nobles, Andriana, roturiers libres, Ova et esclaves. Et puis, la religion des Blancs ne risquait-elle pas de détourner le peuple de l'adoration des divinités royales et du culte des ancêtres, base des coutumes nationales? Elle pria donc le résident britannique de retourner chez lui, révoqua les traités conclus avec Londres et écarta les Anglais de toutes leurs responsabilités dans le pays. L'interdiction des importations de produits manufacturés européens mit certes fin aux approvisionnements en armes, munitions et articles de luxe, mais Ranavalona fit de cette politique isolationniste un formidable moteur pour l'industrialisation de son pays. L'artisan de cette mise en place du tissu industriel malgache fut le français Jean Laborde, un génial touche-à-tout autodidacte qui dirigea la création d'un immense complexe de 10 000 ouvriers capables de produire tout ce que la reine souhaitait. Fusils, canons, poudre, verre, faïence, produits chimiques, briques, savon, soie, etc. Issu d'un milieu d'artisans pauvres, son père fabriquait des charrettes. Ce jeune aventurier gascon de 22 ans avait un jour quitté sa bonne ville d'Auch avec pour tout bagage de sommaires études afin de parcourir le monde. Après avoir géré un commerce plutôt lucratif à Bombay, en Inde, il rencontra un autre aventurier français avec lequel il décida de partir à la recherche d'un trésor supposé enfoui dans le canal du Mozambique. Mais leur bateau, pris dans une tempête, s'échoua à Madagascar en novembre 1831. En s'introduisant dans le milieu des planteurs français de la côte Est, Laborde rencontra des connaissances de Ranavalona à qui il soumit un projet de plantation de canne à sucre. La reine était intéressée par toute initiative permettant à son pays de tenir son autarcie en produisant sur place les articles qui n'étaient plus importés.
Cet homme vif et plein de ressources la séduira. Pour l'opinion publique, leur relation sentimentale ne faisait aucun doute, mais la seule certitude est qu'ils étaient très proches. Sans formation initiale, Laborde fit venir de France des livres de mécanique, d'industrie, de chimie et devint à la fois ingénieur, architecte et agronome pour amorcer le développement de l'Imérina. En captant les eaux de 7 vallées dans d'immenses réservoirs, il trouva l'énergie nécessaire au fonctionnement de sa zone industrielle. Il fit construire des fours à chaux, un haut fourneau, des broyeurs et des forges pour traiter le minerai de fer, fabriqua de la fonte pour la production de machines, d'outils et même de marmites et poêles destinés au ménage. Une unité de production d'acier permit la confection de couteaux et de sabres. L'exploitation du minerai de cuivre fut développée, de même que la production de produits chimiques utiles à l'industrie. Les Malgaches fabriquèrent localement leurs fusils et leurs canons et une poudrerie fut créée. Dans le domaine de l'agriculture, l'extension de la canne à sucre permit de satisfaire la demande intérieure en sucre et en rhum. Les paysans malgaches apprirent également à utiliser leurs zébus pour le labour et le transport des récoltes. Enfin, c'est à son homme de confiance que Ranavalona confia la construction de son somptueux palais de style victorien dans l'enceinte royale située sur la plus haute colline d'Antananarivo. Fort de son implémentation à la cour, Jean Laborde mit à profit son éminente fonction de conseiller de la reine pour favoriser le retour de l'influence française dans le pays. Mais la méfiance antérieure revint lorsque les Français, stationnés dans la petite île de Nossi Bé, prétendirent s'opposer à la campagne d'unification lancée par la reine en volant au secours du royaume Sakalaf dans le nord-ouest de Madagascar. De plus, l'impact des rivalités franco-anglaises commençait à peser sérieusement sur la politique intérieure d'Antananarivo. En effet, comme la majorité des nobles et des riches roturiers étaient acquises au protestantisme, les missionnaires français, frustrés de n'être cantonnés qu'à l'évangélisation des basses couches sociales, avaient officiellement sollicité l'appui de la France contre la concurrence anglaise. Agacée par ce qu'elle perçut comme une insupportable intrusion, Ranavalona expulsa en 1835 tous les blancs de son royaume, négociants, marchands, missionnaires, chefs d'entreprise, fonctionnaires, planteurs et même son ami Jean Laborde qui ne reviendra dans le pays qu'après la mort de la reine. Il restera à Madagascar jusqu'à son propre décès en 1878 et y sera enterré. Non contente de ce chambardement diplomatique, elle lança une violente chasse aux sorcières contre les chrétiens accusés de complot ou de sorcellerie et fit de nombreux martyrs dans les communautés malgaches et européennes. Ces châtiments étaient particulièrement spectaculaires, entre la terrible épreuve du poison ou l'obligation pour certains condamnés de traverser à la nage une rivière infestée de crocodiles quand ils n'étaient pas tout simplement précipités du haut d'une falaise. Cette campagne contre l'emprise étrangère lui vaudra une réputation de tyran xénophobe de la part des Européens persécutés. La presse parisienne la qualifiera de Caligula femelle ou de Néron, tandis qu'une partie de sa population verra en elle l'incarnation du nationalisme malgache. Face à la détérioration de leurs relations avec la reine en 1845, Français et Anglais envoyèrent leurs escadres bombarder Tamatave, mais sans pouvoir mettre pied sur l'île bien défendue par son armée.
Un épisode marqué par la mise en esclavage du capitaine d'un navire de commerce français capturé par les troupes de Ranavalona. Assumant parfaitement ses ordres, celle-ci aurait déclaré « Puisqu'ils vendent des Noirs, on peut aussi bien vendre des Blancs. » Les Britanniques, semble-t-il, ne cherchaient pas vraiment à coloniser l'île, mais surtout à en monopoliser le commerce. La France, par contre, estimait qu'elle avait un droit historique sur ce sous-continent plus vaste que l'Hexagone et qu'elle avait, à de maintes reprises depuis le XVIIe siècle, tenté de conquérir, mais sans avoir pu venir à bout de la résistance de ses populations. De plus, le lobby colonial français de l'île voisine de la Réunion réclamait à Paris une rapide conquête de Madagascar afin de tirer profit des énormes potentialités de ce marché de 2,5 millions d'habitants. Avec ses richesses variées, l'île Rouge représentait en effet un enjeu stratégique sur la route des Indes pour les puissances coloniales, en particulier pour la France et la Grande-Bretagne, qui se battaient âprement pour le contrôle de la circulation maritime dans l'océan Indien. La fin du règne de Ranavalona Ier fut quelque peu adoucie par l'émergence du francophile prince héritier Rakoto, qui, féru du modernisme et partisan d'une reprise des relations avec l'Europe, fit monter auprès d'elle de jeunes conseillers malgaches européanisés. En 1853, la prohibition du commerce de riz et de bovins avec l'île Maurice et la Réunion fut levée et, 3 ans plus tard, les missionnaires blancs refirent leur apparition. À la disparition de sa mère en 1861, après 33 ans d'un règne sans partage, le prince, rebaptisé Radama II, n'eut pas le temps de mettre en œuvre ses idées réformatrices. 2 ans après son accession au pouvoir, il était assassiné dans un climat de désordre populaire et sur fond de compétition politico-évangélique franco-anglaise à la suite d'une conjuration attribuée à l'oligarchie conservatrice. C'est donc sa veuve et cousine, Rasoherina, qui se retrouva sur le trône. À partir de ce moment, on assista à la montée en puissance de la bourgeoisie roturière incarnée par le nouveau Premier ministre qui cadenassa littéralement le pouvoir grâce à ses 3 mariages royaux. Raini Layar-Rivoni avait été proclamé Premier ministre en juillet 1864 à l'âge de 36 ans, alors qu'il exerçait des fonctions de chef suprême des armées. 5 ans plus tard, il répudiait sa femme, dont il avait eu 16 enfants, et demandait la reine en mariage. À la mort de cette dernière, en 1858, il fit introniser une cousine de la défunte, Ranavalona II, et l'épousa presque aussitôt après au temple protestant, une manière de signifier officiellement ses faveurs anglophiles. Pendant les 15 ans que dura cette union, sans enfants comme avec la précédente reine, le Premier ministre rouvrit le pays aux étrangers et repeupla les hautes sphères de l'administration d'une élite majoritairement protestante qui prit le pas sur l'aristocratie traditionnelle. Tout en concédant leur place aux coutumes ancestrales, le royaume qui s'étendait maintenant aux 2 tiers de l'île reprit sa marche interrompue vers l'occidentalisation. L'ouverture économique fit naître chez les Malgaches fortunés un esprit de libre entreprise et un goût des affaires qui favorisèrent, dans les activités les plus lucratives, des associations d'affaires avec les Européens. Les pasteurs protestants et les missionnaires catholiques retrouvèrent leur mission éducative et multiplièrent les ouvertures de classes pour répondre à une nouvelle priorité, l'école obligatoire à partir de 7 ans. Dans ce domaine, l'antagonisme franco-anglais résulta
de 70 ans de lutte d'influence dans ce pays fut assez piquant. Les protestants de la London Missionary Society, les anglicans, les luthériens et les quakers enseignaient en malgache, tandis que les jésuites et catholiques français enseignaient en français. Le niveau supérieur s'enrichit également d'une école normale, de 2 collèges d'enseignement secondaire et d'une académie médicale qui, dès 1886, forma ses premières promotions de médecins, dentistes et infirmiers malgaches. Nombre de médecins de cette génération firent leur spécialisation en Angleterre ou en France. La politique de réforme du Premier ministre s'étendit aussi à divers domaines de la vie publique. Raini Laya Rivoni restructura son gouvernement sur le modèle européen en s'entourant d'un cabinet et de 8 ministères. Il fit adopter une législation écrite et mit en place une administration territoriale dirigée par des gouverneurs, tout en maintenant dans les lointaines provinces stratégiques des structures de type féodal. En matière de droit, les innovations portèrent principalement sur le fonctionnement des tribunaux dotés de 3 hautes cours, l'adoucissement du système pénal traditionnel, la suppression de la polygamie ainsi que l'institution de l'état civil et du divorce. Mais, malgré ces progrès, la domination économique étrangère était insupportable au peuple malgache. Les colons français, en particulier, exploitaient durement leurs employés dans d'immenses concessions et continuaient de pratiquer l'esclavage, bien qu'il eût été aboli par le gouvernement. Ce qui provoqua un violent sentiment anti-français dans certaines couches de la population. De plus, l'effort de guerre destiné à rendre l'armée suffisamment dissuasive pour tenir à distance les appétits français avait affaibli les ressources budgétaires de l'État. L'alourdissement de la corvée appliquée à tous les roturiers du royaume fut très impopulaire. La contestation naissante sera vigoureusement relayée par les journaux des milieux intellectuels d'avant-garde, tandis qu'à Paris, la presse amplifiait la propagande diabolisant la tyrannie de ces populations excitées et insolentes qui voudraient voir nos intérêts ruinés au profit de ceux des Anglais. Fin de citation. En arrivant sur le trône, Ranavalona III héritait donc d'une situation des plus complexes. Elle aurait voulu s'impliquer davantage, car elle n'était pas sourde aux souffrances de son peuple. Elle aurait souhaité peser sur certaines décisions, encourager des concertations, sachant que ses contacts avec les diplomates européens qu'elle recevait au palais étaient généralement très cordiaux. Mais Raini Laya Rivoni faisait barrage. Plus d'une fois, elle voulut entamer des négociations avec les Français. Toutefois, elle n'était pas de taille à lutter contre l'intransigeant Premier ministre qui menaça même de la faire destituer au profit d'une autre femme de la lignée royale. Raini Laya Rivoni ne lui autorisait aucune initiative, de crainte que l'aura de Ranavalona ne lui fasse de l'ombre. Enfermée dans son gigantesque palais, elle devait supporter l'étouffante présence de ce vieux mari tout-puissant et jaloux qui cherchait à garrotter les velléités d'énergie qu'il sentait poindre en elle. Déjà, 2 mois avant son intronisation, les tensions s'étaient accentuées avec l'occupation des ports de Tamatave sur la côte est et de Majunga au nord-ouest par les troupes françaises pressées d'avoir un pied sur l'île pour contrecarrer l'influence anglaise. En représailles, le gouvernement malgache avait décidé l'expulsion des Français de la capitale, les obligeant à fuir en toute hâte. La communauté française, irritée en outre de ne pouvoir disposer d'un droit de propriété sur les terres qu'elle exploitait, se plaignit à la métropole des brimades et de l'insécurité grandissante dont elle était l'objet.
Plusieurs de ses membres avaient été assassinés. D'autres étaient constamment attaqués chez eux par des brigands qui infestaient les campagnes. Accourus à Madagascar pour y exploiter son or, ses pierres précieuses, son riz, son café, son sucre, sa vanille, ces gens s'étaient crus protégés par le traité franco-belge de 1868, censé accorder une large autonomie aux résidents français de l'île. Les populations de l'Imérina, quant à elles, sentaient désormais la menace bien réelle et chaque nouvelle en provenance de la côte les remplissait d'inquiétude. Ils ne comprenaient pas pourquoi les Français voulaient s'emparer de leur royaume. Le 3 juillet 1884, la reine fit une sortie pour parler à son peuple, descendu de tous les quartiers de la ville pour entendre son message. Brandissant un sabre sous le parasol écarlate qui la protégeait du soleil, elle déclara avec fougue: « Je refuse de céder une partie quelconque de notre territoire. Pour garder ce qui nous appartient légitimement et que Dieu a donné à mes ancêtres, je conduirai mes soldats au combat. » Puis elle conclut par une prière à l'adresse de son peuple, celle de respecter les étrangers vivant dans la capitale. Car même s'il n'y avait plus de Français, il fallait protéger les nombreux autres Européens d'éventuels lynchages d'une foule désemparée. En 1885, Paris entrait à nouveau en conflit avec Madagascar à propos des terres occupées par ses ressortissants. Là encore, la riposte ne se fit pas attendre. La conférence de Berlin, ne l'oubliez pas, venait d'accorder aux nations impérialistes tous les droits sur les territoires qu'elles convoitaient de par le monde. Alors, Libota, les canonnières françaises tonnèrent sur Majunga et Tamatave, mettant en déroute des fantassins sans moyen de défense équivalent. L'offensive ennemie se poursuivit sur Diego Suarez, mais fut arrêté près de Tamatave par les troupes royales. Finalement, un traité fut signé en décembre 1885 par lequel la France exigeait le retour de ses citoyens sur l'île et, s'octroyant un droit de protectorat sur Madagascar, en devint la tutrice pour ses relations extérieures, tout en tolérant la souveraineté de la reine en matière de politique intérieure. Ranavalona III n'était pratiquement plus maîtresse de son pays, mais sa dignité et son sens patriotique ne pouvaient s'accommoder bien longtemps d'une telle situation. En 1890, elle appuya la décision de son mari de s'opposer au protectorat. Paris envoya alors un corps expéditionnaire de 20 000 hommes qui eut à braver le paludisme et l'insalubrité des zones humides avant de tenter de mater la rébellion contre l'annexion qui se profilait. Débarquées à Majunga le 15 janvier 1895, les troupes françaises, qui perdirent 40% de leur effectif dans cette marche guerrière, mettront près de 8 mois pour rallier la capitale malgache. Le 21 septembre 1895, tandis que l'annonce de l'avancée française sur Antananarivo faisait fuir une partie de ses habitants, Ranavalona se rendit sur la pierre sacrée d'Andohalo, où elle avait prêté serment le jour de son couronnement. Montée sur une estrade, elle harangua le peuple qui n'avait jamais cessé de lui témoigner son attachement. Les Français sont à un jour de marche de la capitale, annonça-t-elle. Vous m'aviez dit que vous vouliez combattre pour moi, mais vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je résisterai jusqu'à la fin et si Dieu le veut, je mourrai dans mon palais. Les gens l'acclamèrent avec force. Ils étaient prêts à résister à ses côtés. Dans son palais défendu par les insurgés, Ranavalona présida un conseil d'urgence.
Malgré l'opposition du Premier ministre, elle fit savoir aux dignitaires qu'elle envisageait de gagner le sud de l'île afin d'y réorganiser la résistance. Mais il était trop tard. Une colonne volante française venait d'arriver à Antananarivo, prête à anéantir la défense de l'île. Ils installèrent leurs batteries de canons et leurs mortiers sur une colline stratégique, ciblant à la fois les soldats malgaches et les civils en fuite. Puis ils tournèrent leurs canons vers la citadelle royale et la criblaient de 4 obus qui foudroyèrent une partie de la garde et des serviteurs. Affolée par la vue de tous ces morts et par la détresse des victimes que, de ses fenêtres, elle voyait fuir dans tous les sens, Ranavalona décida qu'il était temps de capituler. L'opposition du Premier ministre, qui voulait maintenir l'ordre de résistance, provoqua une violente altercation entre les deux têtes du pouvoir malgache. « Je suis la reine !» s'écria enfin Ranavalona d'une voix où se mêlait la colère et la peur. Puis elle ordonna qu'on hisse le drapeau blanc sur le toit du palais. La reddition fut signée le lendemain, le 1er octobre 1895. Comme une traînée de poutres, la nouvelle fit le tour de l'île. La reine était prisonnière des Français. C'est alors qu'éclata une violente insurrection populaire qui, des jours durant, terrifia les étrangers. La rébellion s'alluma dans la capitale et déferla très vite dans le reste du pays. Dans Antananarivo en ébullition, les sons des trompes inlassablement appelaient nuit et jour à la révolte. Le monde rural se mobilisa à son tour. Les vieilles traditions animistes se réveillèrent et certains insurgés commencèrent à massacrer des missionnaires. Alors commença l'exode des Blancs. Sur les routes et les pistes caouteuses, de longs convois se dirigeaient en hâte vers des refuges de montagne. Les résidents étrangers s'enfuyaient à pied, à cheval, transportant familles et biens sur des charrettes à bœufs. Pendant ce temps, des officiers malgaches qui étaient parvenus à reconstituer leurs forces s'apprêtaient à cerner Tananarive. Mais, à la stupéfaction générale de la population pourtant mobilisée, Ranavalona apparut sur le balcon de son palais aux côtés du résident général français pour lancer un appel au calme. Ce fut un moment dramatique et plus encore lorsque la reine dut s'opposer à ses plus fidèles conseillers décidés à ne pas abandonner la lutte. Certains, la mort dans l'âme, l'accusèrent même de faiblir devant l'adversaire. Pour ce peuple fier, dont l'élite était souvent plus instruite que les citoyens français qui prétendaient maintenant les dominer, il n'était pas concevable qu'ils puissent devenir les subordonnés de tels étrangers, alors que leurs anciens rois avaient eu la considération de leur père des grandes nations. Mais, répliqua-t-elle tremblante de colère, il n'y a aucune gloire à se faire massacrer par ces porcs. La lutte est trop inégale. Ils ont tous des armes et mes fils meurent car ils ne sont pas préparés à une telle guerre. J'ai décidé de faire la paix. » Fin de citation. Et c'est ainsi que Ranavalona III perdit Madagascar. En février 1896, le Premier ministre était destitué et expédié en exil à Alger, où il devait mourir quelques mois plus tard, à l'âge de 68 ans. Le 6 août de la même année, la grande île devint colonie française. Mais, tandis que s'installait l'ordre colonial, la reddition ne fut pas simple. En septembre 1896, le général Joseph Gallieni débarqua à Antananarivo, désormais appelé Tananarive, comme gouverneur de la colonie de Madagascar pour mater ce pays au nom de la République française. Il commença par faire passer devant le peloton d'exécution 2 figures protestantes de la monarchie malgache, l'oncle de la reine,
qui était le chef du parti royaliste et l'ancien ministre de l'Intérieur, un historien humaniste jouissant d'une grande considération. Il rejeta les demandes de grâce de la reine comme pour lui démontrer que c'était désormais lui qui commandait. Brutalité et mépris seront les maîtres mots du comportement de Gallieni envers les Malgaches. Ainsi, les résidents français du pays ne se feront-ils pas prier pour retrouver aussitôt les humiliantes attitudes d'antan, responsables du sentiment de rejet qu'ils inspiraient aux autochtones? Après l'annexion de l'Imérina, d'autres provinces entrèrent à leur tour en rébellion et la lutte armée se poursuivit jusqu'au début du XXe siècle. La France ne voulait pas admettre que ce pays fier, édifié par de grands bâtisseurs jaloux de leur indépendance et doté d'une organisation élaborée avec des élites de haut niveau, n'était pas qu'un simple territoire peuplé d'indigènes, ainsi qu'elle percevait systématiquement ses possessions de ce côté du globe. Soupçonné d'être l'aiguillon de la révolte, Ranavalona III fut déposé et exilé par Gallieni, qui abolit la monarchie et ne perdit aucune occasion de rabaisser la reine après l'avoir fait isoler dans son palais. Il ne prit même pas la peine d'avertir de sa décision le gouvernement français, qu'il plaça devant le fait accompli. Dans la nuit du 27 février 1897, des soldats français investirent les appartements de la reine, persuadés qu'ils venaient l'assassiner. Ils lui intimèrent l'ordre de se préparer à quitter le palais. On lui laissa le temps de préparer ses malles et vers 2 heures du matin, c'est une souveraine effondrée et en larmes qui prit le chemin de Tamatave sous bonne escorte. Le voyage dura 1 semaine. Cachée dans une chaise à porteur couverte d'une capote, la reine était sous la surveillance étroite d'une unité de tirailleurs africains et algériens, conduite par un lieutenant français. Tout au long de cette épouvante marche à travers des forêts et des campagnes désertes pour éviter qu'elle soit reconnue, Ranavalona vécut dans l'angoisse permanente d'être exécutée clandestinement. À Tamatave, on l'embarqua sur un bateau à destination de l'île de la Réunion, où elle resta près de 2 ans. Mais Gallieni, qui devait la poursuivre d'une haine inexpliquée jusqu'à la fin de ses jours, il mourut 1 an avant la reine en 1916, estima qu'elle était encore trop près de son île et pouvait s'avérer dangereuse si elle parvenait à nouer des contacts avec les siens ou avec des alliés anglais. De là, elle fut mise sur un nouveau bateau en route vers le port français de Marseille, dernière escale avant l'Algérie qui devait abriter sa captivité. À Alger, Ranavalona III vécut en résidence surveillée dans une confortable maison sur les hauteurs de la ville. La reine était constamment épiée par un inspecteur général de la sûreté française, puis par un intendant que le gouverneur général de l'Algérie française lui imposa à demeure. L'espion notait soigneusement ses moindres faits et gestes dans des cahiers qui venaient rejoindre sur le bureau du gouverneur des rapports de police concernant ses déplacements dans un jardin botanique ou ses courses en ville. Ses visiteurs comme ses sorties étaient rares et devaient être autorisés par le gouverneur ou le contrôleur général de la sûreté. Il continua de sévir à distance car seul décisionnaire du montant de la pension annuelle qui devait être allouée à la prisonnière, une pension pourtant défalquée du budget de Madagascar. Il obligera ainsi la reine à d'humiliantes requêtes pour obtenir une rallonge de ce viatique insuffisant à la faire vivre avec ceux qui partageaient son exil, sa tante, sa sœur aînée, sa petite nièce orpheline, son interprète et les 3 domestiques malgaches affectés à son service. Il refusera systématiquement ces demandes, de même que les sollicitations du gouverneur français de l'Algérie, pris de compassion devant les difficultés financières de la reine,
obligée pour survivre de vendre un à un les quelques bijoux qu'elle avait été autorisée à emporter par les soldats venus l'arracher à son palais. Quelques rares mondanités dans la communauté française d'Alger venaient parfois distraire ces mornes journées. Mais, avec ses robes de plus en plus élimées et ses chapeaux démodés, elle n'osa bientôt plus accepter d'invitations pour le théâtre ou l'opéra d'Alger, ce qui ne l'empêcha pas de rester toujours digne. Son médecin était également le consul du Danemark à Alger. Bien qu'il eût lui aussi besoin d'autorisation de la police française pour aller l'ausculter à domicile, il put obtenir qu'on la laissât effectuer de courts séjours à Paris pour soigner sa neurasthénie. Ses premières visites en France firent les gros titres de la presse et lui valurent une notoriété de curiosité. Elle y retrouva des amis français qu'elle avait connus à Madagascar et goûta là aussi quelques invitations parisiennes, assista dans les tribunes de l'Assemblée à une séance de la Chambre des députés et revint ravie d'un spectacle à l'Opéra Garnier et d'une visite des grands magasins. Elle bénéficia également de courts moments de villégiature en province où elle put se reposer avec sa petite nièce Marie-Louise. Finalement, l'engouement populaire qu'elle suscita fut tel qu'au début de 1900, la célèbre marque française Lu apposa sa photo sur les boîtes en aluminium de biscuits Le Petit Lu. Lors de ses déplacements en 1912, Ranavalona, invitée à la revue du 14 juillet à Longchamp, se retrouva dans les tribunes en compagnie de l'épouse du président de la République, Madame Fallières. Cette fois, elle obtiendra un rendez-vous avec le ministre des colonies, Albert Lebrun, pour négocier à nouveau le relèvement de sa pension. Pour la première fois, elle aura enfin satisfaction. Mais il fallait chaque fois reprendre le bateau à Marseille pour retrouver sa vie morne à Alger, dans sa résidence surveillée où elle vivait en semi-réclusion, rongée par le mal du pays. Ses demandes de visite à Madagascar étaient systématiquement restées sans suite. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale en 1914, la reine déchue donnait un peu de sa présence à la Croix-Rouge d'Alger, se dévouant entièrement aux soins des malades et des blessés. C'est dans ce lieu d'exil qu'elle mourra subitement des suites d'une embolie le 23 mai 1917 à l'âge de 56 ans, dans l'ombre et l'indifférence, loin de la ferveur de son peuple. 20 ans s'étaient écoulés depuis son départ forcé de Madagascar. Quelques années plus tard, la France autorisera enfin le transfert de ses restes à Tananarive, où elle sera inhumée le 31 octobre 1938 en présence du gouverneur général français de la colonie et après avoir reçu l'hommage de son peuple qui défila en une vibrante procession de plusieurs heures devant les tombeaux royaux qui attendaient sa dépouille. Alors, Matondo Libota, et merci d'avoir écouté cette lecture. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner si ce n'est pas le cas, de partager et vous pouvez également nous soutenir via les liens en barre de description. Et surtout, n'oubliez pas de nous partager en commentaire quelles sont les leçons que vous tirez de cette histoire. Alors je vous dis à la prochaine et prenez soin de votre cerveau.